Dialogue avec qui et pourquoi faire? Que signifie finalement ce énième dialogue aujourd'hui en République démocratique du Congo? Est-ce un échec de Tshisekedi, une victoire de l'opposition ou une ruse des catholiques et des protestants qui aujourd'hui sont à la manœuvre, qui aujourd'hui consultent la classe politique? Mais est-ce aussi une hypocrisie de la communauté internationale, cette communauté qui n'a cessé de demander aux partis impliqués dans les conflits, sinon la guerre à l'Est, de dialoguer? Et c'est là, malgré les processus de Nairobi, le processus de Luanda et tout y quanti, les dialogues commencent en République démocratique du Congo. Voilà les sujets, les questions qui seront soumises à la réflexion, à notre réflexion de ces jours. Et pour passer au peigne fin toutes ces questions, sinon ces sujets, ces thèmes de l'émission de ces jours, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui dans cette émission un chevronné. Il est chevronné de la presse, journaliste, je dirais même, qui y a blanchi ou est en train de blanchir sous les harnais, hein, et plusieurs fois conseiller dans les cabinets ministériels, directeur des cabinets aussi. Il est aujourd'hui juriste, mais avant internationaliste, plusieurs casquettes. Il s'appelle Joël Kadé Ndanga, l'éditeur de l'Impact News. Joël Kadé, bienvenue. Merci très cher confrère, merci toujours. Ça a toujours été un plaisir pour moi et un privilège que vous m'accordez de m'exprimer sur votre plateau. Des hommes aussi très intelligents, très assidus et qui a un background aussi suffisant et sur la chronique politique, les analyses politiques. Je tiens sincèrement à exprimer toute ma gratitude pour cette invitation. Merci beaucoup. Ces derniers temps, j'ai vu coup de gueule de Joël Kadé 1, coup de gueule de Joël Kadé 2. Mais finalement, des coups de gueule en coup de gueule, c'est quoi ces coups de gueule? Non, nous sommes Pourquoi ces coups de gueule? Non, les deux derniers coups de gueule, le premier portait sur la correction faite par le vice-premier ministre, ministre de la Défense, au chef de l'État qui a cru qu'il fallait qu'on déclare la guerre. Correction. C'était une correction. Ça, c'est grave. Ça. Oui, parce que lui a voulu qu'on parle de la guerre. Et il s'y est mal pris parce que ce n'était pas opportun, étant donné que le président de la République venait de s'exprimer dans moins de 24 heures. Au moment où les discours du président de la République n'avaient pas encore été consommés, lui est venu pratiquement pour corriger le chef de l'État. Le chef de l'État parlait de la réponse. Mais pourquoi vous parlez de corriger? Les verbes est trop fort. Non, 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 on ne peut pas parler de la la guerre. Défense peut corriger un chef de l'État, commandant suprême des armées. S'il l'a fait. La correction, c'est lorsque lui vient parler de la guerre. Et de quelle manière il compte mener cette guerre-là? C'est en s'inspirant des films, en copiant servilement les films qu'il avait suivis. Donc, et ce n'était pas opportun, on ne peut pas parler après le chef de l'État. Et qui peut parler en temps de guerre? Celui qui peut parler en temps de guerre, il n'y a que le chef de l'État, le chef d'état-major général. Lui n'a pour mission que de mettre l'armée en condition. C'était notre premier coup de gueule, c'était pour l'appeler à avoir également une inspiration. Parce que quand vous n'avez pas d'inspiration, au-delà de tous les ouvrages que j'ai toujours trouvés dans sa bibliothèque, dans sa maison, il a beaucoup d'ouvrages, il pouvait constituer un discours original, un discours authentique. Et deuxième coup de gueule a porté sur cette dame que j'ai suivie. Il s'agit de Madame Gisèle Boussima, la fille de l'ancien, de M. Boussima, l'ancien directeur général de l'agence congolaise des grands travaux, qui avait négocié les contrats léonais chinois. Et cette dame qui est naturalisée américaine, utilisée par nos services, par les services de renseignement rwandais, aujourd'hui, elle est passée par le même avocat, maître Bernard Megen, qui avait porté plainte contre M. Salomo Kalonda, qui avait porté plainte dans l'affaire Okende chez Robert, et la même personne, le même avocat qui est utilisé par Kagame, qui est utilisé par Katumbi, par Kabila, c'est le même qui porte plainte contre encore le général Ndayouel. Et c'est la deuxième fois. Or, c'est du cosmétique parce que cette dame qui avait approché les autorités
puisqu'elle était dans une banque ici, la banque où, et puis elle était dans l'hôtel de Corneille Nangaa. On s'est rendu compte qu'elle avait des contacts avec Corneille Nangaa. Les vidéos, son téléphone a parlé et on s'est rendu compte qu'elle était des services. Et c'est alors que les services de renseignement, comme ça se passe à Guantanamo, comme ça se passe en Israël, comme ça se passe en Ukraine, les services de renseignement doivent d'abord arrêter et interroger les éléments par devers vous pour savoir si vous êtes coupable ou pas. Et quand on s'est rendu compte qu'elle était coupable, on a trouvé des histoires graves. Mais elle va faire du cosmétique. C'est confié à mon neveu, mon ami, mon frère, hein, un des meilleurs de notre génération, Pero Louara, mais malheureusement qui s'est engagé dans une démarche pratiquement suicidaire, abandonnant les enfants ici, abandonnant la famille, pour s'engager dans une approche pratiquement suicidaire, en recevant cette dame-là. Je crois qu'il est temps que mon frère revienne à la raison et que nous puissions servir notre pays. Vous ne pouvez pas, le pays qui vous a donné le nom, le pays qui vous a donné son sang, qui vous a donné son nom, que vous tourniez contre ce pays-là. Donc, je sais que c'est du cosmétique. Vous parlez du pays ou des hommes, parce qu'il a été dit que la dame a été séquestrée notamment sur ordre de Patrick Mouyaya. Voilà, qui aurait eu des relations intimes entre la dame et Patrick Mouyaya, qui a ordonné la séquestration de la dame par les biais de Christian Dahuel. Voilà, c'est ce qui est dit. Je connais pas la religion de Patrick Mouyaya, mais il n'est pas interdit à quelqu'un d'avoir des relations intimes avec une autre femme. Et une femme, surtout que c'est une espionne, elle pouvait atteindre l'entourage de n'importe qui par quel procédé. Vous savez, vous m'avez présenté ici comme internationaliste. En relations internationales, nous avons appris l'espionnage et le contre-espionnage. Et donc, un espion, et d'ailleurs, en diplomatie, il est conseillé, vous allez voir que dans la plupart des cas, les diplomates, femmes comme hommes, espions comme espionnes, cherchent toujours les grandes autorités pour être dans leur entourage afin de leur tirer les vers du nez. Et donc, si c'est par ce procédé qu'il a approché le ministre, qui était déjà une personnalité, vous savez que Mouyaya a commencé la carrière politique trop jeune et il n'avait que 22 ans, 23 ans quand il était conseiller du Premier ministre Mouzito, vous allez vous rappeler. Donc il a commencé pas même d'abord avec Mouzito, d'abord avec Mayobo, puis avec Mouzito, et puis député élu, premier secrétaire à l'Assemblée nationale, puis ministre, jusqu'aujourd'hui il est ministre. Donc c'est normal qu'une telle dame vous ait approché comme grand journaliste, comme grande plume dans ce pays. C'est possible qu'elle m'ait approché, mais cela ne veut pas dire que Mouyaya a donné l'ordre pour qu'on puisse la séquestrer. Non. Les services de renseignement sur dénonciation de M. Eric Nkouba, qui avait été arrêté en avril 2024 à Dar es Salaam, il a dénoncé les gens, notamment André Claude Loubaya, que l'on a vu rencontrer son mentor, son président, le président de la République, honoré Joseph Kabila Kabange à Nairobi. Qu'est-ce que je dis? À Addis Abeba. Donc, c'est justement pour vous dire que cette dame, ce sont les services. Et les services ont tout le pouvoir de la mettre à condition pour lui tirer les vers du nez. Mais s'il a été libéré, c'est parce que l'ambassade des États-Unis d'Amérique, dont elle est détentrice de la nationalité, l'a dénoncé. Et voilà pourquoi elle a été interpellée. Elle n'a pas été enlevée ni séquestrée, comme d'aucuns peuvent le dire. Mais je sais que l'action menée au niveau de la Belgique, c'est du cosmétique. C'est tout simplement pour la consommation médiatique, pour la consommation, pour faire salir les gens. Étant donné qu'il y a deux personnes contre qui Kagame, Kabila et Moïse se sont levés pour éliminer physiquement, médiatiquement, politiquement. Il s'agit de Warner, la dame de fer, la ministre des Affaires étrangères, et M. Mouyaya, et Christian Bossembe, je dois l'ajouter, qui y ont démonté l'armée numérique de Paul Kagame aujourd'hui, qui avait monté plusieurs machines pour communiquer sur la guerre dans l'Est. Vous pouviez trouver 1000 tweets en moins de 5 minutes. Donc, c'était une guerre médiatique que Mouyaya a détrônée, a démonté. Alors, ce n'est pas le sujet du jour. On parle dialogue, et ce dialogue doit concerner tous les Congolais. Les évêques catholiques associés aux pasteurs protestants ont été voir le président Tshisekedi. À la tête de la délégation, Cardinal Ambongo et André Bukundoa de l'ECC. Finalement, Joël Cadet, aujourd'hui, après autant de dialogues, celui de Sun City, les dialogues de concertation nationale, les dialogues de ceci, les dialogues de Demkodjo, les dialogues de la cité de l'OIA, dirigée de la SENCO,
où Chibala a été Premier ministre, Badibanga Premier ministre, et tous les chefs fresquins, on parle encore dialogue après les 4 cycles électoraux dans notre pays depuis 2006. Est-ce un recul ou une avancée? Première question. En tout cas, un grand recul dans la mesure où nous avons déjà évolué avec la démocratie. Le dialogue aujourd'hui, c'est entre les dirigeants et les élus et les électeurs. Ça veut dire, s'il y a dialogue, si le dialogue pouvait exister, c'est entre les élus et les électeurs. Mais ce dialogue ici, qui est devenu pratiquement un fonds de commerce de l'Église catholique, parce que les toutes dernières années, vous avez vu que les prélats ont fait des dialogues, des concertations nationales, un moyen de se faire un peu d'argent. Parce qu'ils savent que lorsqu'ils seront médiateurs, on va louer leur salle, on va louer leur service traiteur, donc ils vont se faire un peu d'argent et après, ils auront des primes. Et donc, moi, je ne vois pas ce dialogue. Écoutez, chers frères, nous avons d'abord combien de fonds, on en parlait dans votre bureau avant de monter sur ce plateau. Nous avons le processus de Luanda, nous avons le processus de Nairobi. Nous avons maintenant ce dialogue en Bongo. Parce que les gens pensent aussi, et ils se disaient d'ailleurs avant, que c'était Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a appelé l'Église catholique faux et archi-faux. Donc c'est pas Fachi qui a invité l'Église catholique. Non, c'est pas Fachi. C'est l'archevêque de Kinshasa, cardinal Ambongo, qui a écrit au président de la République pour solliciter une audience en toute urgence sur la cohésion nationale. Je ne suis pas contre. Il a écrit. Cardinal Ambongo a écrit. J'ai la lettre, je peux vous la transmettre immédiatement après. Il a écrit en tant que qui? Parce que la Senco aujourd'hui est dirigée par Fulgence Moutéba. Non, il a écrit en tant que cardinal de la RDC et il a dit dans sa lettre qu'il se fera accompagner du président de la Senco, du secrétaire général de la Senco, du pasteur Bukundoa et du pasteur Senga, porte-parole de l'église du Christ au Congo. Mais écoutez, aujourd'hui vraiment, si dialogue devrait y avoir, ça devrait commencer d'abord à l'église catholique. L'archevêque de Kinshasa, le cardinal, devrait s'entretenir avec les abbés, qui sont les prêtres de Kinshasa, qui sont en colère contre l'archevêque de Kinshasa aujourd'hui, qui sont contre sur la gestion des finances, la gestion des ressources humaines. Aujourd'hui, aller dans l'église protestante. Aujourd'hui, tous les terrains, tous les espaces, moi je suis protestant, tous les espaces de l'ECC ont été spoliés. Ah bon? Soit en amortissation, par contrat, soit... Allez-y aujourd'hui autour de Chaumba. Par les voleurs ou bien... non, spolié par la direction de l'Église, la représentation nationale, légale de l'Église ça c'est grave ce que vous affirmez là. C'est grave, cher ami, vous êtes journaliste de terrain, descendez à Chaumba, vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a des bars aux côtés du lycée Chaumba, il y a des filles qui prennent les chichas à côté, les gens prennent la bière, alors qu'on avait laissé cet espace beaucoup élargi pour permettre aux élèves. Aujourd'hui, il n'y a plus de parking à Chaumba. Allez-y là où avait l'église, allez-y sur, comment ça s'appelle, sur l'avenue de la justice, là où il y avait la représentation légale de l'église. Il n'y a plus. Allez-y, l'école protestante qui était à côté de Congo Loisir, ça a été spolié. Donc c'est pour vous dire que ceux qui prêchent, leur problème c'est qu'ils sont à la recherche de l'argent et ils sont au service de la communauté ou de l'Union européenne. Non mais attendez, Joël Cadet, nous sommes dans un contexte difficile, où la République démocratique du Congo est agressée par le Rwanda. Aujourd'hui, de Bunagana à Goma, les Rwandais sont là. Ils menacent de faire un assaut sur Bukavu pour les récupérer. Est-ce que dans un tel contexte où certains Congolais ont délibérément choisi de trahir la nation, de s'allier à l'ennemi pour occasionner, peut-être, la balkanisation de ces pays, tant décriés depuis 1960, pensez-vous que les prêtres catholiques, les hommes de Dieu, peuvent croiser les bras et ne pas rassembler les fils de ces pays et les filles de ces pays pour créer la cohésion nationale, l'unité, afin que l'ennemi ne profite pas des fissures pour nous amener à accomplir les plans, les complots de la balkanisation de ces pays? Charles, est-ce que vous savez combien de gens sont morts à Goma? Le gouvernement et les Nations Unies vous parlent de 900 personnes. Non, 2000. Hier, il a parlé de 2000, mais c'est plus de 2000. Mais moi, je vous dis que c'est plus de 12... aussi de charniers. Je dis ceci, c'est plus de 12 000 personnes qui ont été tuées dans moins de 5 jours. Et parmi ces 12 000 personnes, vous savez, quand certaines personnes parlent de
parle de cette guerre ici, c'est parce qu'elle ne les a pas encore atteints dans leur propre chair, dans leur amour propre. Moi, j'ai mon cousin, l'enfant de l'unique oncle maternel qui me reste dans la vie, qui a été abattu. Alors qu'il s'est rendu militaire de son état, il avait levé les mains et il m'avait dit, Yaya, je vais me rendre parce qu'il n'y a plus d'issue. Nos chefs, nos commandants ont fui, donc il n'y a plus de commandement, donc nous nous sommes battus, les munitions sont terminées, je vais me rendre. Mais en se rendant, il a été abattu. J'ai l'enfant de mon deuxième grand frère qui a été également abattu alors qu'il se rendait avec des bandes. Or, dans la guerre, le droit international humanitaire exige à ce que quand l'ennemi n'est plus une menace, ne constitue plus une menace, on fait de lui un prisonnier. Ce qui n'a pas été fait par les Rwandais. Ils ont reçu les consignes que tout ce qui bouge sur la ville, femmes, hommes, enfants, bêtes, tués, et ils sont tués. C'est parce qu'on ne comprend pas tout ça. Dites-moi, depuis qu'on a tué, avez-vous entendu Cholet lever son doigt, dire un mot? Avez-vous entendu Ambongo parler? Est-ce que vous avez entendu Mouteba parler? Et eux qui ont toujours été du côté de Kigali. Parce que toutes ces personnes-là, aujourd'hui, il faudrait que l'on comprenne une chose. Il faut qu'on comprenne une chose. Et on n'est plus à l'heure de blaguer avec des gens parce que nous sommes en train de mourir. Chers amis, je vous dis ceci, que, vous l'avez vu, loué Kagame à la conférence de cardinaux à Kigali. Est-ce que vous avez au symposium. Vous l'avez vu louer la jeune de Kagame. A-t-il eu le petit temps de condamner Kagame? A-t-il eu le petit temps de condamner les exactions, le carnage de Goma? Il n'en a pas eu le temps. Mais aujourd'hui, il veut s'ériger en médiateur, lui qui a toujours été du côté des opposants. Lui qui a été toujours... Parce que il faut que l'on réalise la mafia internationale qui est contre nous. Parce que nous ne nous battons pas contre le Rwanda. Ça, il faudrait qu'on se le dise. Nous nous battons contre le régime de Kigali à travers le sanguinaire Hitler de l'Afrique, comment il s'appelle, Paul Kagame, qui est utilisé par les multinationales, par les puissants de ce monde, qui est utilisé par l'Union européenne, par les États-Unis d'Amérique, pour piller nos richesses, pour piller. Parce que l'alibi relatif au FDLR, j'ai suivi d'ailleurs dans un élément qui m'a été envoyé hier par l'ancien ambassadeur de la RDC, le tout dernier, Kariga. Il a dit que les FDLR ne constituent plus une menace pour le Rwanda. Mais c'est ce que Kagame continue à dire jusqu'aujourd'hui. Hein. C'est justement un alibi. La sécurité. C'est juste un alibi. C'est pourquoi moi j'invite le président de la République. Il y a le sommet de EAC SADC, hein, SADC, je crois, Arusha. Dar es Salaam. Ok. Kagame croit aux mêmes méthodologies qu'il a utilisées en 1994-96 pour entrer non seulement au Rwanda, mais également en République démocratique du Congo. C'est la même schématique qu'il veut utiliser. Qu'après la réunion entre EAC et SADC, au retour du président de la République, qu'il soit abattu. Ah bon? C'est pourquoi moi, je refuserais au président, j'avais été son conseiller, ou il m'avait été demandé conseil, je vais déconseiller au président de la République de se rendre à Dar es Salaam. Donc vous pensez que tous ces présidents-là, des États membres de la SADC et EAC, se sont mis d'accord pour un tel plan? Charles-Quint, Tshisekedi a lourdement chargé Kagame. Tshisekedi a démontré à la face du monde que Kagame n'est pas engagé pour la paix dans la région de Grand Lac. La seule solution, la seule issue, et Kagame n'a jamais été battu en négociation parce qu'il ne sait pas négocier. Et lui aime toujours négocier en pole position. C'est pourquoi quand ils sont partis, ils ont signé les accords d'Arusha en 1994. Sur le chemin de retour, il a abattu l'avion qui portait et le président rwandais et le président burundais. Donc c'est justement pour vous dire, si Tshisekedi se rend à ce sommet, j'ai peur qu'il ne revienne dans un cercueil. C'est pourquoi moi j'aimerais, s'il tient à participer à cette réunion-là, qu'il reste au Congo, qu'il y participe à la vidéoconférence. Parce qu'aujourd'hui, la mafia internationale a compris que Félix Antoine Tshisekedi a pratiquement embrigadé Paul Kagame. Il l'a pratiquement encerclé. Il a asphyxié. À tel point qu'aujourd'hui, Kagame s'est réfugié dans les injures. À tel point qu'aujourd'hui, Kagame s'est réfugié il répond à tout moment. Lui qui avait un peu une maîtrise, en tout cas, de l'environnement diplomatique national, régional, aujourd'hui, il commence à dire que Tshisekedi a induit certains présidents en erreur. Et donc, c'est justement pour vous dire, moi, je ne conseillerais pas
au président de la République, que le président de la République s'accroche au procès de Luanda, qu'il le met face à face avec Kagame, s'il veut que l'on négocie, qu'il revienne. Vous avez vu le président américain éluder la question. Et vous voyez les Européens, Grande-Bretagne, France, même le Royaume de Belgique, ne se limiter qu'aux condamnations. Leurs députés ont demandé qu'il y ait des sanctions ciblées. Mais jusque-là, on ne se limite qu'à l'expression. Au jour d'aujourd'hui, Charles, mon frère, la seule issue qui nous reste est de mobiliser toute la nation congolaise pour une guerre longue et populaire. Et cette guerre, il faudrait qu'on mobilise nos ingénieurs, nos architectes, nos techniciens, tout ce que nous avons comme experts, qu'ils puissent monter les armes, qu'ils montent les industries de fabrication des armes ici, les industries de fabrication des drones ici, qu'on puisse louer l'expertise des Indiens, des Chinois, des Soviétiques, qu'on puisse louer leur expertise parce que ces enseignants-là existent et on peut les louer à titre individuel, à titre privé. Ils viendront chez nous, ils nous aideront à fabriquer nous-mêmes nos armes pour attaquer le Rwanda. À l'heure où nous sommes, nous n'avons plus d'alliés dans le monde. Le Congo est notre allié. Mais Joël Kadé, tout ce que vous êtes en train de dire là, vous dites il faut l'unité. Comment avoir cette unité-là dans un pays aussi divisé? Parce qu'aujourd'hui, vous savez, lorsqu'on parle, on évoque cette question, même dans les réseaux sociaux, vous voyez comment certains Congolais disent Batuyananga, Batuyananga, Bazozelananga, Batuyananga. Certains, pas tout le monde, hein? Certains Congolais pensent que c'est une affaire de Nanga, alors que le monde, même ceux-là qui brillent par une certaine hypocrisie, les grandes puissances, parlent de la présence des troupes rwandaises, plus de 4000 militaires sur le sol congolais. Comment devons-nous créer cette unité-là si les fils du Congo ne parlent pas les mêmes langages? Et d'où la démarche des évêques catholiques. Comment parler l'unité nationale, la cohésion au sein de la nation? Comment parler le même langage avec des gens qui ont déjà coalisé, qui ont déjà pactisé avec Kagame, parce qu'ils doivent avoir le pouvoir, ils doivent avoir le poste ministériel. Henri Magie aujourd'hui est dans les brousses de la Chopo et Japri. Les Yannick Chisola, ils sont déjà quelque part dans les fermes de Kabila au Lualaba. Et dans certaines fermes à Lubumbashi, il y a déjà certains de 23 qui sont là. Il y a un village ici, au niveau de Bangangungu ici, dans une ferme encore de Kabila, où il y a déjà ces gens-là. Donc, ce sont déjà éparpillés sur toute l'étendue du pays, en complicité avec certains Congolais. Je dis bien, en complicité avec certains Congolais. Vous allez demander à ces Congolais qui ont déjà pactisé avec le Rwanda, avec Mo Ibrahim, avec Kagame. Vous allez leur demander que vous asseyez autour d'une même table. Mais écoutez, on va offrir. C'est pourquoi moi je suis d'accord avec le président de la République. Et j'ai toujours dit la plus grosse bêtise qu'il a commise, c'est le fait d'adhérer à l'EAC. On ne pouvait pas adhérer à une organisation qui a été à la base du problème. Donc cette organisation qui a été à la base du problème ne peut pas être à la base de la solution. Et aujourd'hui, on dit qu'on négocie. C'est pourquoi moi j'ai dit, on va négocier, cher ami. Mais dialogue entre Congolais eux-mêmes, parce que là, je le connais. Avec qui? Il est démontré qu'il y a des trahisons au sein de l'armée par des Congolais. Il y a des Congolais aujourd'hui qui sont en intelligence avec l'ennemi pour détruire leur pays, peu importe que cela débouche sur balkanisation ou pas. Comment faire pour resserrer, pour renforcer l'unité? Comment? Voilà. Mais la cohésion nationale, le président a parlé de la cohésion, il a parlé de l'unité. Mais Fayoulou a tendu même la main au président Tshisekedi en voulant qu'on crée une cohésion nationale afin de faire face à l'ennemi qui est connu. Pourquoi ne pas accepter la démarche des évêques catholiques qui aujourd'hui veulent à ce que les Congolais se retrouvent pour fermer la porte à tous ceux-là, tous ces prédateurs-là qui veulent profiter de notre division pour compléter contre notre pays? Chacun, il y a eu le terrorisme, les attentats de Charlie Hebdo. J'ai vu, celui qui était président, je crois, c'est François Hollande. Je crois que c'est Macron. Je crois que c'est déjà Macron ou Macron. François Hollande. Mais j'ai vu tous les opposants mettre de côté leurs divergences pour marcher sur les Champs-Élysées et condamner. Même certains chefs d'État africains se sont rendus. Mais chez nous, Goma tombe, tout le monde condamne Félix Tshisekedi. Au lieu de lui tendre la main, mais eux sollicitent le dialogue parce qu'ils savent que les dialogues, ce sont les conciliabules autour desquels ils vont avoir le pouvoir. Ce n'est pas qu'ils ont besoin qu'il y ait la paix, non.
Parce qu'aujourd'hui, pour qu'il y ait la paix, oui, la cohésion nationale, nous en avons besoin. Mais il faudrait que ces gens soient de bonne foi. Mais quand vous les regardez tous, personne n'est de bonne foi. Personne. Mais je vous dis, même les Ambongo veulent que Bitiki le Touboy. Donc, c'est justement pour vous dire qu'aujourd'hui, nous avons une seule issue. Il n'y aura plus un dialogue qui mettra fin à cette guerre dans ce pays ici. Et nous ne pouvons plus négocier avec l'M23 parce que ça sera une possibilité. Et d'ailleurs, le gouvernement congolais n'a même pas besoin de négocier avec le M23 parce que le CNDP, qui est signataire des accords du 23 mars 2009, est dans le FCC. Mwanga Tchouchou, celui qui avait signé avec Raymond Tchibanda. C'est pourquoi certaines personnes ne pouvaient même pas exister. Il fallait qu'ils soient fusillés directement. Mais Tshisekedi vient, non, on ne va pas regarder dans les... On ne va pas ouvrir les casseroles, tout ça, on ne va pas reculer, on avance. Et voilà pourquoi nous sommes dans ce pétrin. Nous avons une seule issue, que Tshisekedi mobilise toute la nation congolaise autour de sa personne et que nous puissions fabriquer les armes et que les religieux, que les féticheurs, que les sorciers s'unissent, mettent ensemble en synergie leurs forces, leurs énergies spirituelles pour que nous puissions avoir les dessus sur le Rwanda. Je le connais. La Bible dit un royaume divisé ne peut subsister. Vous connaissez bien cette écriture-là. Aujourd'hui, le Congo est divisé. Il y a des Congolais qui ne pensent pas nation, qui pensent parti politique, qui pensent province, qui trouvent que Tshisekedi est un handicap à l'unité nationale. Donc, j'ai lu même le plan de sortie de crise, de propositions de Franck Diongo aujourd'hui, qui, pour lui, il faut que Tshisekedi démissionne. Il faut qu'il y ait une transition sans Tshisekedi et on pourra étudier par la suite comment intégrer l'Union sacrée dans un gouvernement de transition qui va prendre 2 ans afin d'organiser des bonnes élections. Et il y a des plans qui sortent de gauche à droite, lesquels soutiennent la démission du président Tshisekedi parce que c'est lui le problème aujourd'hui. Vous voyez que les Congolais sont divisés. Comment créer l'unité? C'est ça la question. Comment créer l'unité aujourd'hui? En se limitant seulement par les discours, Tshisekedi a fait un discours cherchant, appelant les gens à s'unir à la cohésion nationale. Mais les divergences continuent. La division continue. Comment faire si ce n'est pas cette démarche de nos pères spirituels, en fait? Très cher frère, je vous ai dit tout au départ ici que nous avons en face de nous des personnes de mauvaise foi. Que tu sais que de réussite. Parce que, vous savez, l'erreur, je vous l'avais dit, je crois, dans cette émission, quand on parlait du changement de la Constitution, nous commettrons une erreur de croire que cette guerre, c'est pour Tshisekedi. Donc, s'il a une victoire, c'est lui qui va en tirer les dividendes. S'il y a une défaite, c'est lui qui va en répondre globalement. Mais moi, je vous dis qu'aucun enfant de Tshisekedi n'est mort. Mais moi, je vous dis que j'ai perdu un neveu. Je l'appelle neveu, c'est parce que je parle en français. Mais en Chiluba, je l'appellerai mon fils. J'ai perdu un cousin. Je l'appelle cousin, c'est parce que c'est en français. Mais en Chiluba, je l'appellerai à mon nom. Je l'appellerai mon frère. Hein? C'est parce que ça n'a pas encore tenu. Dans la mesure où cette guerre continue, sous cet angle, les conciliabules, je vous dis, n'auront aucune finalité. Ils auront la finalité de donner du travail aux chômeurs, comme les Franck Diongo. Par ces chômeurs-là, à la quête de l'asile en Belgique. Tout ce qu'ils rêvent, il n'est ni enseignant. Vous et moi, nous sommes journalistes. Dans 2-4 jours, avec mes charges, avec ma qualité de juriste, je pourrais solliciter un travail encore ailleurs. Dites-moi, où est-ce que Franck Diongo peut travailler en dehors d'être politicien? Ah bon? Même certains de ceux qui sont avocats ici, ils n'ont plus de clients. Kamita, tu peux travailler où? En dehors de tenir la mallette, par exemple, de Katumbi. Et puis quand vous suivez les discours de Corneille Nangaa à Goma, ou à Gisenyi, parce qu'on m'a dit qu'il n'a même pas tenu sa conférence de presse à Goma, on avait amené le journaliste au Rwanda. Ça, je ne sais pas, je n'ai pas de vérification. Et vous suivez le porte-parole de Katumbi. Mais vous sentez que c'est une personne qui parle à travers 2 personnes. Ah bon? Ce sont les mêmes éléments de langage. Aujourd'hui, la stratégie de Nangaa, de professeur Kabamba, Bob Kabamba, qu'on croyait congolais, hein?
Non, mais il vous l'a dit. Moi, je vous ai dit dans ce pays que c'est un Rwandais. Les gens ont dit que non, quiconque n'est pas d'accord avec ce qu'il dit devient Rwandais, devient étranger. Moi, je l'ai dit, mais lui-même maintenant vient de le confirmer. Et maintenant, la stratégie aujourd'hui, il ne passe plus par les revendications politiciennes. Là, ils vont tout droit au but. C'est une guerre identitaire. Mais quelle est une communauté? D'ailleurs, chez nous, il n'y a pas de communauté. Nous avons les ethnies, nous avons les tribus. Dites-moi, quelle est l'ethnie majoritaire dans notre pays? Et quelle est l'ethnie minoritaire? Et aujourd'hui, ils ont donné la vraie raison de la guerre. Non, c'est pour protéger les Tutsis. Donc, ils ont fait de la guerre. Il a dit clairement. Là, il a dit clairement. Aujourd'hui, chers Congolais, ça a été dit clairement. Ça a été vraiment dit clairement. Mais maintenant, nous tous, nous devrions aussi nous sentir. Donc, toute tribu qui se sentira en insécurité en République démocratique du Congo devra prendre les armes. Les locuteurs de la langue Tchoulouba devront aussi prendre les armes. Les Tchokwe, les Pende à Chikapa, qui se sentiraient en insécurité, parce que minoritaires, donc devraient également prendre les armes. Et si cet argument, nous devrions le faire porter à toutes les ethnies, à toutes les tribus de la RDC, c'est que c'est tout le monde qui va prendre les armes. D'où l'unité. D'où l'unité. Parce que l'ennemi se sert de ces petits arguments-là pour comploter contre notre pays, les diviser. D'une manière générale, ça je vous dis, d'une manière générale, les Congolais, nous sommes un. D'une manière générale, les Congolais, nous sommes unis. Ceux qui viennent créer, provoquer la zizanie, ce sont les politiciens, ce sont les leaders politiciens. Aujourd'hui, regardez quand on va au marché. Dans d'autres pays, ou par exemple en ce qui concerne Israël, par exemple, dans d'autres pays, qu'est-ce qui se passe? Un juif n'est pas acheté que dans les magasins d'un juif. Un Américain n'est pas acheté que dans un magasin d'un Américain. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Quand nous allons au marché, on ne choisit pas Moulouba, Moukongo, ou bien Moussouahili ou bien Mungala. On achète. Quand nous marchons sur les chemins ici, quand nous nous marions, ou quand les gens sortent avec des femmes, avez-vous déjà vu quelqu'un dire non? En tout cas, Yobalaka Bananga. Donc c'est pour vous dire, d'une manière globale, les Congolais sommes unis. Mais ce sont les politiciens qui viendront, surtout à l'approche des élections, pour nous diviser, dire Bango Bazaba Luba, Bango Bazaba Pende, Bango Bazaba Chokwe, Bazaba Pua, Lolenge Mokote. Alors, Joël Cadet, parce que c'est déjà officiel, le président Tshisekedi a donné son quitus, l'Église catholique va consulter. Aujourd'hui, c'était le tour de Martin Fayulu qui a été consulté par l'Église catholique. Et ça va continuer, hein, ça va aller jusque-là. Et de l'autre côté, l'AFC a signé un communiqué exigeant un cessez-le-feu. Nous allons chuter par là. Faudra-t-il aujourd'hui observer ce cessez-le-feu-là ou continuer avec la guerre malgré que les processus de dialogue demandés par la communauté internationale, par tout le monde, est enclenché? Plus de 600 militaires rwandais ont été fauchés sur notre sol. Pendant qu'ils sont entrés, ils ont été tués. C'est le média sud-africain qui l'a annoncé ce matin parce qu'on a comptabilisé. La stratégie mise en place par Kagame, c'était dès qu'on tue, comme ce que Kabila faisait ici. Dès que vous tuez, vous récupérez, vous allez jeter. Vous tuez, vous récupérez, vous allez jeter dans les charniers. Et c'est effectivement ce qui a été fait. Pour les militaires rwandais, pour qu'ils ne soient pas filmés, on les a ramassés et on les a amenés au Rwanda. Les salons que vous avez vus, oui, les salons que vous avez vus n'ont faire. Ce n'est pas les salons pour nettoyer la ville. C'était les salons pour ramasser les cadavres qui restaient. C'était les salons pour nettoyer le sang des Congolais qui a coulé parce qu'il y a eu pratiquement un carnage, qu'il y a eu un océan du sang à Goma. Alors, c'était pour laver. Et vous voyez le Rwanda poursuivre la guerre, même sur 2 cm, avec toutes les pertes qu'il a enregistrées. Non. Le problème, c'est que sur les réseaux sociaux, nous sommes envahis plus par l'intelligence artificielle qu'a développé Kagame avec certains journalistes congolais ou rwandais ou burundais ou ougandais, tanzaniens au service de Kagame. C'est pourquoi vous voyez que ça ne marche pas. Le cessez-le-feu décrété, c'est pour se réorganiser. C'est pour entre-temps négocier avec Pologne pour qu'on envoie les armes. C'est pour négocier avec Israël pour qu'Israël leur envoie les armes et les nouveaux équipements. Donc ce n'est pas que c'est par la volonté d'arrêter, non. C'est pourquoi moi j'ai dit, nous avons la seule issue, c'est de faire la guerre. Et cette guerre, il ne faudrait pas que nous comptions sur une autre puissance. Autre chose, et ça j'aimerais insister. Aujourd'hui, le président de la République devra regarder Museveni face à face
pour lui dire s'il est avec nous ou s'il est contre Non, nous. il n'est pas avec nous, c'est clair. Alors, c'est clair. C'est clair, il n'est pas avec nous. N'est pas avec Mais alors, il faudrait qu'on tire les conséquences. On ne peut pas continuer à être avec eux. Aujourd'hui, ils ont quitté les accords signés avec eux. C'était pour qu'on négocie et qu'on puisse chasser les ADF. Mais qu'est-ce qu'ils sont venus chercher à Beni? Qu'est-ce qu'ils sont venus chercher à Butembo? Ils ont déployé leur armée. Déployé leur armée en pleine journée. Donc, et pendant ce temps, les successeurs de Museveni vous disent que non, nous sommes contents que l'on puisse corriger les erreurs de frontières héritées de la colonisation. Et donc, moi j'aimerais qu'aujourd'hui que nous soyons clairs. Qu'on tire les conséquences. Écoutez, chers confrères, la mort, elle est à notre porte. La vie, elle est à notre porte. Nous sommes arrivés au point où, moi-même avec certains confrères, qui ne sont pas patriotes, qui font l'apologie de la guerre, je préfère leur dire en face. Oui, moi je ne suis plus hypocrite. Si ça peut arriver demain, le Seigneur seul garde, connaît mon destin, mais pour l'instant, nous n'avons plus rien à négocier. S'il faut négocier, il faut négocier avec les grandes puissances. Parce que ce sont elles qui donnent les armes à Kagame. Ce sont elles qui donnent les armes à Museveni. Et on ne peut pas accepter la médiation conduite par M. Ruto, qui nous a insultés plusieurs fois, qui a insulté le président Tshisekedi, et qui a dit que non, ceux qui sont en train de négocier là-bas, ce sont les Congolais. Alors, vous voulez quoi? Écoutez-moi. Si Museveni, Kagame, Ruto, les grandes puissances nous imposent de négocier avec le M23. Nous l'avons fait avec l'AFD. Pendant l'AFD, nous avons négocié avec le RCD, nous avons négocié avec le MLC, nous avons négocié avec RCD, KML, et ainsi de suite. Mais pourquoi le Rwanda ne peut pas négocier avec les FDLR? Pourquoi l'Ouganda ne peut pas négocier avec les ADF? Parce que les FDLR d'ailleurs qui existent, ils n'ont jamais tué une mouche au Rwanda. Donc s'il y a des tueries, c'est en République démocratique du Congo. Ceux qui sont tués, ceux qui sont massacrés par les ADF, ce sont les Congolais. Mais alors comment voulez-vous qu'eux refusent de négocier avec leurs rébellions, mais on nous impose, nous, de négocier avec les rébellions rwandaises et ougandaises, nos supposés être des rébellions, qui n'en sont pas une. Et donc c'est juste pour vous dire, aujourd'hui, regardons en face l'Ouganda, disons-nous, si ça ne va pas, qu'ils remettent leurs pieds chez eux. S'ils ne remettent pas, on ouvre le feu sur eux. De toutes les façons, d'ici 100 ans, personne de cette génération ne sera plus vivant. Personne de cette génération. Merci beaucoup, Joël Cadet. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. Si vous avez aimé cette émission, ne manquez pas de liker. Surtout ça, n'oubliez pas de liker cette émission. C'est une façon aussi de manifester votre amour envers nous, votre patriotisme aussi, parce que ce travail, nous le faisons pour notre pays et pour vous. Aimez cette émission, partagez cette émission, partagez-la massivement partout dans vos groupes WhatsApp, dans les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner. Abonnez-vous massivement sur GCR Congo Télévision. Nous allons nous retrouver demain dans un autre numéro de votre magazine, Le Débat Congolais. Merci.